Je me présente rapidement, je suis Quentin Vazey, chargé de développement territorial à Agrobio 35 et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Élodie Joubrel qui est coordinatrice du pôle environnement et qui fera une présentation sur les enjeux de biodiversité. Nous serons également accompagnés de Jérôme Caillot, qui est éleveur à Cervon-sur-Vilaine et qui a mené un projet d'agroforesterie. Et nous aurons un témoignage de la communauté de communes de Océan Marais de Mont avec Jean-Guy Robin, attaché territorial de conservation du patrimoine, et Frédéric Signoret, qui est agriculteur sur la communauté de communes et fondateur de Paysans de Nature. Nous allons passer donc 1h30 ensemble. Lors des présentations, je vous invite à poser vos questions via l'onglet discussion en bas de votre écran Zoom pour du coup poser les questions qui vous viennent et on y répondra sur des temps qui seront dédiés. On y répondra à l'oral. Si besoin de précision, si demande d'intervention, vous pourrez également intervenir à l'oral si nous avons le temps. Je vous invite également à bien préciser votre nom, prénom et la structure pour qu'on puisse vous identifier au moment de la question. Avant de commencer, je vais prendre 2 minutes pour présenter AgroBio 35. Donc, nous sommes le groupement des agriculteurs et des agricultrices bio d'Ille-et-Vilaine. Nous représentons 500 producteurs et nous sommes 25 salariés, plutôt des techniciens de terrain qui vont travailler sur l'ensemble des actions à mener du champ à l'assiette. Et nous avons également des actions sur le développement, la promotion de la bio auprès de différents publics dans les territoires dans lesquels s'inscrit ce webinaire. Et plus globalement, il s'inscrit également dans le programme Mon Territoire Bio 35 que vous voyez à l'écran, avec un cycle de 3 webinaires, donc 2 premiers sur la crise de la bio et la transmission des fermes qui sont à revoir sur notre chaîne YouTube AgroBio 35, et donc ce webinaire d'aujourd'hui qui sera également retransmis sur YouTube. Et nous avons également des cycles de rendez-vous élus à la ferme, donc 2 qui ont également eu lieu, l'un à Québriac, l'autre à Luitré-Dompierre, et un dernier qui arrive mardi prochain à Essé à la ferme du Roset. Et les inscriptions sont encore ouvertes, donc si jamais vous êtes disponible et que ce sujet vous intéresse, nous serons sur de l'élevage bovin viande avec diversification d'activités et également un projet d'agroforesterie. N'hésitez pas à vous inscrire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une Oui, rapide je te dérange. Non, non, introduction sinon. à la Juste pour biodiversité. savoir si c'est les adresses perso ou les adresses pro que tu as mis. Excusez-moi, C'est tout. Henri Je Pierre, parle vous avec les avez votre contacts. micro Ok, d'ouvert. du coup, si je veux envoyer le Élodie, courrier, si tu email peux à couper le SCEA. micro. Oui, 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 oui. Oui. SCEA, et puis le nom du. Merci. Excusez-moi. Donc, la biodiversité, un sujet qui n'est pas d'actualité puisque dès les années 60, Rachel Carson alertait dans Printemps silencieux des effets des pesticides sur cette biodiversité. Depuis, et beaucoup plus récemment, l'IPBES indique que l'érosion de la biodiversité avance à un rythme jamais égalé. Donc, il y a vraiment un gros enjeu qui monte là-dessus, au même titre que celui du changement climatique, deux thématiques de la transition écologique qui sont vraiment liées. Pour autant, ce sujet est assez compliqué à aborder, d'autant plus quand il est en lien avec le milieu agricole. Donc, pour une collectivité, les actions à mener ne sont pas forcément toujours très identifiées. Donc, nous avons à cœur aujourd'hui de justement clarifier les enjeux, le contexte et les pistes d'action. Et d'autant plus que la biodiversité, avec des actions menées pour la favoriser, la préserver, peut avoir des effets locaux très marqués. Donc l'idée, ce sera aussi faut rapidement vous faire un état des lieux des financements et des acteurs qui peuvent être mobilisés sur ces sujets. Donc, vous le voyez à l'écran,
le déroulé du webinaire, une présentation du contexte et des enjeux de la biodiversité avec Élodie Joubrel, la présentation de Paysans de Nature avec les témoignages donc de la communauté de communes Marais de Mont et Frédéric Signoret, éleveur bio, sur leur initiative pour favoriser la création de collectifs locaux pour la biodiversité. Et un second témoignage de Jérôme Caillot qui a planté des arbres avec des scolaires sur Servons sur Vilaine. Et enfin, une rapide présentation des actions que peuvent mener les territoires en lien avec la biodiversité et l'agriculture. Et avant de laisser la parole à Elodie, je vais lancer un rapide sondage sur lequel vous allez pouvoir répondre qui concerne la définition, selon vous, de la biodiversité. Donc normalement, il s'affiche à l'écran et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, est-ce que le sondage s'affiche bien? Oui, il s'affiche bien et on commence à avoir des réponses. Donc, on est à 24 réponses sur 36. Parfait. Encore Elodie, je 33% te d'hésitation. laisse prendre la main sur les réactions Ouais. Pour et sur l'instant, ta définition. donc là, les 4 propositions, c'est la première, la diversité d'espèces dans un écosystème, la diversité des êtres vivants et de leur interaction, la diversité de la faune, de la flore ainsi que des écosystèmes, ou bien un ensemble de définitions ci-dessous. Et bah, on arrive à 32 réponses sur 36 avec une majorité c'est un ensemble de définitions ci-dessous. Donc, on va arrêter le partage. Hop. Euh, Effectivement, vous avez raison. Ce petit sondage, il est intéressant pour voir aussi à quel public on s'adresse au niveau de ce webinaire. Et vous êtes plutôt bon. La biodiversité, communément, on la définit comme l'ensemble des organismes vivants et des écosystèmes, ainsi que des interactions qu'il y a entre ces organismes vivants qui font partie de ces écosystèmes. Ainsi, la biodiversité, donc, elle elle agit à l'échelle de la diversité des milieux de vie. Donc, elle s'entend à l'échelle des diversités des écosystèmes, donc mer, prairies, forêts, mares, également les cours d'eau, comme on peut voir sur la photo, à l'échelle de la diversité des espèces animales, végétales, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient microscopiques, et de la diversité génétique au niveau de chaque espèce. Donc là, j'ai représenté les coccinelles, mais elles s'entend aussi au niveau de la diversité génétique des espèces domestiquées. En soi, la biodiversité, du coup, c'est le tissu vivant de notre planète. C'est ce qu'on pourrait considérer comme la nature. C'est une définition de la biodiversité. Elle a différents types d'attributs. Donc, si on fait un focus globalement sur la biodiversité, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on met dedans? La biodiversité, elle se recoupe en... On peut en faire 2 catégories, celle qui est domestiquée et celle qui est sauvage. Donc, la biodiversité domestiquée, c'est toutes les espèces qui ont été utilisées par l'homme à des fins, par exemple, de production de nourriture ou autre. Notamment, on va y retrouver les espèces d'animaux d'élevage, donc les vaches, les cochons, etc. Et puis les espèces végétales qui sont cultivées pour notre alimentation ou pour d'autres services. Donc ici, j'ai proposé deux photos. Donc une, c'est la race Aubrac et l'autre photo, c'est des blés paysans, donc avec une diversité génétique très forte. La biodiversité domestiquée, elle est importante parce qu'elle a aussi une base au niveau de notre résilience au niveau alimentaire. Et puis, il y a la biodiversité sauvage dans laquelle on a la biodiversité ordinaire, donc celle qu'on a communément dans nos écosystèmes, et puis la biodiversité remarquable avec des organismes rares ou menacés. Donc, la biodiversité ordinaire peut aussi devenir remarquable à partir du moment où une espèce devient menacée. Et donc, on a possibilité d'établir le terme, d'attribuer le terme de fonctionnel à la biodiversité puisqu'elle est source de nombreux services écosystémiques. Et donc, par là,
Donc, la biodiversité, elle fournit de nombreux services écosystémiques. Donc, ces services écosystémiques, qu'est-ce que c'est? C'est des services qui sont rendus par la nature au bénéfice de l'homme. Donc, il y a 4 types de services rendus par la nature: des services d'approvisionnement, de régulation, de soutien et des services culturels. Ces services-là, ils ont un impact positif qui permet un bon développement durable à la fois sur les plans économiques, écologiques et sociaux des exploitations, des filières et des territoires. Donc, euh, la biodiversité, elle est fonctionnelle et elle offre des services écosystémiques qui sont essentiels au développement durable de nos territoires et de notre société. En termes donc, de services qu'elle fournit, donc il y a notamment les services d'approvisionnement. Donc cette première catégorie de services, elle reprend les différentes sources, donc notamment d'alimentation. Il y a 70 espèces sauvages qui sont apparentées à certaines plantes cultivées les plus importantes du monde qui sont menacées d'extinction d'après l'UICN. Donc l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça, c'est issu d'une recherche qui a été faite en Amérique centrale, donc sur 224 espèces apparentées à des plantes cultivées. Elle joue un rôle important pour l'alimentation. Elle joue aussi un rôle important pour les matières premières renouvelables. Il y a notamment le bois, qui est une ressource essentielle à préserver. Pour les ressources médicinales, en effet, en France, il y a à peu près 547 plantes médicinales qui sont inscrites à la pharmacopée française, avec certaines plantes qui sont essentielles pour lutter sur certaines maladies, et notamment des cancers, et qui peuvent être en danger actuellement et menacées. Enfin, elle fournit des services au niveau de l'eau douce grâce à la capacité de rein, on dit, des zones humides et des milieux humides, puisqu'elle permet de purifier l'eau en piégeant ou en transformant les éléments nutritifs en excès, et notamment les particules fines, ainsi que certains polluants. Donc, la biodiversité rend des services d'approvisionnement. Elle rend également des services de régulation. Donc, on a notamment les régulations de la qualité de l'air, de l'eau, la régulation au niveau du climat, la régulation des maladies, des nuisibles, la pollinisation. Si on fait 2 zooms principaux, on pourrait s'intéresser notamment à la régulation du climat, puisque nos forêts françaises sont une source, nos forêts françaises et même mondiales, sont une source de captation de carbone qui est essentielle si on veut participer à la régulation du climat et diminuer les effets actuellement du réchauffement climatique. Et ensuite, si on s'intéresse au service de pollinisation, il est également essentiel pour la survie de nos sociétés, puisque 75% des espèces végétales cultivées pour l'alimentation humaine dépendent aujourd'hui des pollinisateurs. On peut notamment citer certains fruitiers, mais aussi le colza, par exemple. La biodiversité offre également des services de soutien, donc au cycle du nutriment, de soutien à la photosynthèse et à la formation des sols. En effet, donc elle fournit à travers la biodiversité qu'on peut retrouver dans les sols, donc les micro-organismes, les vers de terre, etc., des services qui permettent à la fois aération du sol, croissance des racines, stabilité, structure du sol, fixation également du carbone, donc qui sont essentiels pour nos écosystèmes. La biodiversité fournit également des services culturels, qu'elle soit au niveau de la santé mentale et physique lorsqu'on aime se balader en pleine nature, ou bien les loisirs et écotourismes qui sont permis par ça. La biodiversité, elle offre à la fois un bien-être, mais également une valorisation économique de nos écosystèmes. Ainsi, on peut résumer par cette roue des services écosystémiques tout ce que permet la biodiversité sur nos territoires avec ces 4 grands types de services qui sont rendus: approvisionnement, régulation, soutien et culture. Pourtant, ces services rendus, ils sont en mauvais état. Et ça, c'est lié à l'érosion actuelle de la biodiversité. Je reviendrai là-dessus par la suite. Si on refait le point pour l'agriculture parmi tous les services que je vous ai présentés, les principaux qu'on va pouvoir mettre en valeur, ça va être dans un premier temps le service de pollinisation pour pouvoir que les cultures puissent fournir des fruits et pouvoir avoir du rendement. Ça offre des services au niveau de la vie du sol, de la santé du système racinaire et de la décomposition, mais elle offre également des services au niveau de la régulation
grâce à l'équilibre qu'elle pourvoit au niveau des fermes lorsque l'équilibre avec la biodiversité est bon, avec des actions de prédation et de parasitisme qui vont permettre à la fois de réguler les bioagresseurs grâce à la présence d'auxiliaires de culture. Et puis, il y a tout le soutien également à l'amélioration génétique à la fois des variétés végétales, mais également au niveau de la génétique animale, qui permet plus de résilience à nos systèmes agricoles pour demain et permet de sélectionner des variétés végétales ou animales qui soient adaptées aussi à nos besoins et aux évolutions futures de nos sociétés. Donc, je vous l'ai dit, les services écosystémiques actuels qui sont fournis par la biodiversité sont en danger du fait d'un constat actuel qui est fait par l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui montre qu'en effet, la nature décline de façon globale à des rythmes sans précédent dans l'espèce humaine. En effet, donc, on estime à peu près, pour l'instant, on ne connaît pas l'entièreté, on n'a pas décrit l'entièreté des espèces animales et végétales qui sont présentes sur Terre, mais on estime qu'il y en a 8 millions. Et sur ces 8 millions, il y en aurait 1 million qui serait désormais menacé d'extinction, ce qui fait un chiffre considérable. Et parmi ces 1 million d'espèces menacées, eh ben, on va avoir une proportion qui va être fonction des différentes actions. Par exemple, en France métropolitaine, eh bien, il y a 14% des mammifères qui seraient menacés, 24% pour les reptiles, 23% pour les amphibiens. Donc avec des disparités dans la catégorie menacée, il y a ceux qui sont vulnérables et ceux qui sont en risque d'extinction proche. Donc ces chiffres montrent bien qu'on est dans un état actuel vraiment de préoccupation liée à l'état, l'abondance, la diversité des espèces, de la biodiversité qui sont présentes dans la biodiversité dans le monde et en France, et donc aussi un risque au niveau des services écosystémiques rendus. Si on met quelques exemples qui sont présents donc, sur la liste rouge donc, de l'UICN, donc classés en espèces menacées, donc en seuil critique d'extinction, par exemple, on va retrouver l'anguille d'Europe. Donc l'anguille d'Europe, elle est très affectée par la qualité des cours d'eau, les barrages liés à leur migration et également la surpêche, par exemple, de ces espèces-là. Et donc aujourd'hui, elle est en seuil critique d'extinction avec donc de nombreuses actions qui devraient être mises en place pour pouvoir faire perdurer cette espèce. On retrouve également le lérot qui lui est perturbé notamment par des suppressions notamment de boisements qui l'empêchent de permettre son nichage. Donc c'est notamment en Bretagne où on voit qu'il commence à disparaître avec certains hotspots. On peut citer dans les espèces qui sont menacées dans la catégorie en danger, on va avoir le grand rhinolophe, donc, qui est un chiroptère qui est très affecté notamment par la disparition des haies. On peut retrouver également la chevêche d'Athéna dans les espèces vulnérables. Donc, la chevêche d'Athéna, c'est une chouette qui est cavernicole. Donc, elle a besoin de vieilles haies, de vieux arbres, notamment de vieux vergers, pour pouvoir nicher. Et donc, la suppression de son habitat est une cause importante aussi de sa disparition, avec une difficulté notamment à se renouveler. Donc ça, c'est des petits exemples qui sont quand même importants à souligner. Cette liste-là, elle est plus grande que ces quelques images. Et vous pouvez les retrouver, donc, si ça vous intéresse, sur le site de l'INPN MNHN, toutes les espèces qui sont classées comme menacées en Bretagne. On peut faire un focus, si ça vous convient, sur les oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Parce qu'ils occupent de nombreux territoires, de nombreuses niches écologiques, et puis c'est un taxon qui est facile à s'approprier, à identifier, notamment au niveau participatif. Donc les oiseaux, on peut classer en deux catégories. Les espèces généralistes, c'est celles qui sont plus spécialistes. Donc les espèces généralistes, ce sont des espèces d'oiseaux qui vont supporter un nombre de conditions environnementales plus larges et qui pourront s'adapter plus facilement à des perturbations de leur environnement. Alors que les espèces spécialistes, elles, sont
beaucoup moins adaptables et leur survie dépend de certains paramètres et de conditions environnementales proches, propres à elles. Et donc, s'il y a des perturbations, elles vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter. Ainsi, on observe une diminution importante de l'abondance de ces espèces spécialistes. Donc, on est à moins 24% depuis 1989 jusqu'à 2021. Et ça, c'est au détriment des espèces généralistes qui, elles, s'améliorent considérablement en termes d'espèces. On peut notamment retrouver le pigeon ramier qui va avoir une augmentation considérable de sa population. La source de cette diminution des espèces spécialistes, c'est une diminution des ressources alimentaires, une augmentation du dérangement, mais également une réduction de la disponibilité en site de nidification. On peut catégoriser ces espèces généralistes par 3 catégories. Celles qui sont spécialistes des milieux agricoles, des milieux forestiers et des milieux bâtis. On voit qu'il y a une variabilité de l'abondance de ces espèces-là, avec une forte diminution des espèces qui sont propres au milieu agricole et au milieu bâti. Donc, on va avoir notamment au milieu agricole l'alouette des champs et la perdrix grise qui vont diminuer proportionnellement, donc de moins 50% à moins 90% pour la perdrix grise. Donc, c'est des espèces qui sont inféodées aux espaces prairiaux et qui ont besoin de ces espaces aussi pour s'y nicher, pour se reproduire. Et donc, on voit que ces populations, elles s'effondrent littéralement dans les plaines céréalières où elles peuvent s'y retrouver. Et pareil pour les espèces qui sont qui sont inféodées au milieu bâti, on voit que les bâtiments qui sont actuellement créés sont de moins en moins propices à la biodiversité et souvent on a tendance à supprimer les vieux bâtis, à colmater les trous qui peuvent être des endroits propices pour la nidification. Toutefois, donc, il existe des lois de protection des espèces. Ces lois-là, elles sont réalisées par arrêté ministériel. Et donc, elles protègent certaines espèces du fait de leur rareté, de leur importance écologique, de leur valeur culturelle ou des menaces qui pèsent sur ces espèces. Excusez-moi. Donc, concernant ces lois de protection des espèces, des actions sont interdites. Lorsqu'elles sont protégées, on a en effet interdiction de détruire, d'enlever les œufs ou les nids des animaux de ces espèces, de mutiler ces animaux, de les perturber, de les naturaliser, de les transporter, de les mettre en vente, de les vendre ou d'acheter ces animaux. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site en bas de cette slide. Il existe des lois de protection des espèces et parmi les espèces principales, j'en ai cité quelques-unes, mais vous pourrez les retrouver sur le site également de l'INPN MNHN. Donc, on va retrouver notamment toutes les espèces d'amphibiens. Donc, les espèces d'amphibiens, on va retrouver les différents tritons, tritons palmés, tritons marbrés, la salamandre. On va retrouver les espèces de grenouilles, les crapauds, les bélodiotes, etc. On va également avoir les différents reptiles, donc la couleuvre helvétique notamment. On va retrouver également la loutre ou encore la moule parlière qu'on peut retrouver dans les cours d'eau qui sont situés en bon état. On va également avoir des espaces qui vont être protégés à travers soit des zones de protection qui sont mis en place, soit des parcs naturels régionaux, des conservatoires du littoral qui vont protéger certains espaces. On peut avoir des zones Natura 2000 ou des espaces naturels sensibles. Il existe aussi des outils pour les collectivités pour s'emparer de ce sujet-là, notamment en mettant en place la trame verte et bleue comme au Val-d'Île de Bigné. On peut également mettre en place des atlas de la biodiversité. Donc, pourquoi aujourd'hui on est dans cette crise-là? L'IPBES, qui est le référent du GIEC pour la biodiversité, met en évidence 5 causes majeures. Donc, la première, ça va être les changements d'usage des terres et des mers, donc notamment liés à la destruction, la fragmentation des milieux naturels, et notamment à l'urbanisation, le développement d'infrastructures de transport ou de changement d'usage des terres et les ruptures de continuité. Donc ça va considérer tous les phénomènes d'arasement des... Je bois 2 secondes. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. Et puis, dans la deuxième cause majeure d'extinction de la biodiversité, ça va être l'exploitation directe de certains organismes, et notamment donc, tout ce qui est lié à la surpêche pour les milieux marins, mais également à la déforestation, au braconnage.
En troisième cause majeure, donc on va avoir le changement climatique qui va impacter considérablement la biodiversité, notamment, il contribue à modifier les conditions de vie des espèces, donc notamment les forçant à migrer ou adapter leur mode de vie. Donc toutes les espèces ne sont pas capables de le faire. Donc je vous parlais tout à l'heure des espèces spécialistes et généralistes. Ça s'implique notamment au niveau du changement climatique. La quatrième cause qu'on peut relever, c'est la pollution des airs, des sols et de l'air, des eaux, des sols et de l'air. Donc, on parle aussi de pollution lumineuse ou phonique pour toutes les populations de chiroptères notamment ou de rapaces nocturnes. Et enfin, la propagation d'espèces exotiques envahissantes qui causent de nombreux dommages sur l'équilibre notamment des écosystèmes. À ces facteurs directs qu'on va retrouver, on associe également des facteurs indirects qui sont de l'ordre plus de nos sociétés et de comment on évolue, et notamment des décisions qui sont prises à l'échelle des institutions et de la gouvernance. Ils sont aussi indirectement impactés par les différentes politiques et par les impacts démographiques et socioculturels et évolution des sociétés, notamment en cas de conflit et comme on peut aussi le voir avec le contexte actuel. En termes de causes liées au milieu agricole, l'intensification des pratiques agricoles va avoir une conséquence forte sur la biodiversité, notamment à travers l'usage des produits phytosanitaires, les néonicotinoïdes et insecticides neurotoxiques qui vont avoir des impacts forts sur nos pollinisateurs et autres insectes. Un chargement croissant au niveau des élevages qui conduit aussi à une surfertilisation des parcelles, des rotations qui sont moins diversifiées et sur de grandes étendues, comme on peut le voir sur certains territoires, et puis la fragmentation des habitats. Par rapport à cette fragmentation-là, on peut voir notamment des dégradations qui sont fortes sur la trame verte, donc tout ce qui est lié au végétal, donc avec arasement des haies, destruction nuisible, entretiens nuisibles, on va dire plutôt, des haies à travers le lamier, les pareuses, qui conduit à un appauvrissement aussi de notre patrimoine végétal, qui aura du mal à repartir ensuite. Puis on a des dégradations aussi au niveau de la trame bleue, avec de nombreuses actions de rectification, de buisage, de drainage de zones humides, de recalibrage, de curage ou bien de création de plans d'eau. Actuellement, les bassins versants travaillent beaucoup sur cette trame bleue pour restaurer les cours d'eau qui ont pu être endommagés. Enfin, en autre cause au niveau du milieu agricole, on peut retrouver des bâtis qui sont de moins en moins accueillants, notamment avec des pertes de cavités, des colmatages et puis suppression de vieux bâtiments. Par rapport à ce paysage-là, on peut retrouver l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, elle va avoir un impact positif sur la biodiversité par rapport à d'autres systèmes agricoles, dans le sens où la garantie liée au règlement bio concernant l'interdiction des pesticides de synthèse et l'interdiction des engrais chimiques de synthèse et engrais minéraux azotés participe à la préservation de la biodiversité. Il induit également d'autres actions bénéfiques comme les rotations culturelles qui vont être plus longues et plus diversifiées, avec notamment une belle place à la prairie, une gestion bénéfique de la fertilité des sols et une plus grande biodiversité globalement au niveau cultivé, avec des variétés plus adaptées à des conditions locales, des variétés anciennes, des races anciennes, qui vont être plus rustiques et plus adaptées à un système bio. Toutefois, le règlement bio, c'est une base, mais elle ne prend pas en compte certains autres aspects, notamment liés à l'usage de certaines substances naturelles comme le cuivre, le soufre ou le spinosade qui peuvent avoir des effets sur la biodiversité. Elle ne prend pas non plus en compte certaines obligations de résultats au niveau de la biodiversité, notamment celles que je vous ai parlé tout de suite, c'est-à-dire sur le bon entretien des haies, par exemple, l'entretien des cours d'eau, etc. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la bio, on arrive à une richesse au niveau des espèces de plus de 30% et une abondance au niveau de la biodiversité de plus de 50%. Donc ça, c'est un résultat d'une méta-analyse de Bergson, donc, qui a combiné plusieurs recherches et résultats de recherche sur la biodiversité dans différents systèmes bioconventionnels
euh, et agroécologique. Et donc, on peut observer ces résultats-là qui sont significatifs. Donc, quel rôle on peut jouer? On a vu que la biodiversité, elle est essentielle pour l'agriculture à travers tous les services qu'elle fournit. L'agriculture, elle peut avoir effectivement des impacts négatifs. On a pu le voir avec l'intensification actuelle de l'agriculture. Mais pour autant, elle est aussi une source de biodiversité si les pratiques sont adaptées également pour la prendre en place, pour la prendre en compte et pour s'y adapter. Donc notamment en France, on est à peu près 45% de la SAU qui sont agricoles. Donc c'est une place considérable qui peut être donnée pour préserver la biodiversité. En Ille-et-Vilaine, on est à 64% des surfaces, donc avec 12% qui sont en bio. Si on regarde la qualité des espaces en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, on voit que à travers l'analyse du niveau de continuité, on est plutôt sur des continuités en Ille-et-Vilaine qui sont assez faiblement connectés, avec certains territoires où le maillage en haies est très faible. Au niveau des cours d'eau, on n'est pas non plus exemplaire, avec 3% des masses d'eau qui sont en bon état dans le 35. Donc avec beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place pour préserver la biodiversité et nos écosystèmes. Si on fait un petit récapitulatif des actions qui pourraient être réalisées, donc l'IPBES, donc pour rappel, c'est le GIEC de la biodiversité, établit une liste d'actions qui peuvent être mises en place pour favoriser la biodiversité sur nos territoires, notamment en lien avec l'agriculture. Donc, concernant l'alimentation, il va être intéressant de pouvoir mettre en place, promouvoir et mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité et des pratiques agricoles durables. Donc, notamment en ayant une meilleure gestion au niveau des haies, au niveau des cours d'eau et des espaces semi-naturels, mais également des pratiques agricoles liées donc, à notamment l'usage des produits phytosanitaires ou autres, ou en développant également la bio sur nos territoires. D'autres actions comme une utilisation durable des ressources génétiques dans l'agriculture, notamment être vigilant à ne pas appauvrir également la génétique au niveau de l'élevage ou du végétal, sont des actions qui sont importantes à cibler. Enfin, il est important de promouvoir des zones d'habitat naturel ou semi-naturel bien gérées, qui respectent les continuités écologiques et les habitats. Concernant l'alimentation, d'autres actions peuvent être mises en place à différentes échelles de nos sociétés, notamment accroître la transparence du marché des denrées alimentaires, par exemple en créant des signes de traçabilité. C'est en étiquetant, en sensibilisant le consommateur à la provenance des denrées alimentaires. Ensuite, il sera important d'améliorer l'équité en matière de distribution d'aliments et de localisation des systèmes alimentaires en favorisant le durable notamment, le local, pardon. De plus, réduire le gaspillage des aliments de la production à la consommation est une piste essentielle si on veut avoir un faible impact sur les autres services et favoriser le service d'alimentation fourni par la biodiversité. Et enfin, on peut promouvoir des régimes alimentaires qui soient durables et sains et donc plus résilients sur le long terme. Et ces services-là, si on s'appuie sur ces actions-là, on peut avoir des impacts qui soient positifs sur la biodiversité. Voilà. Donc, voilà pour ma présentation. Donc, suite à ça, on peut voir qu'il y a de nombreuses actions qui peuvent être mises en place à l'échelle de nos territoires et notamment à travers l'intégration de la biodiversité dans les fermes agricoles. Merci Elodie pour cette présentation, donc qui montre bien que à partir d'enjeux, encore une fois, globaux, il y a des actions qui sont à mener au niveau local avec des impacts potentiellement forts et visibles. Si vous avez des questions, c'est le moment, vous pouvez les mettre dans le fil de discussion. Je relève la remarque donc de Claire Amil du PNR Armorique qui met un point de vigilance sur le fait qu'effectivement, au niveau des territoires des parcs naturels régionaux, souvent il y a des espaces de protection qui sont ciblés
comme des réserves, des arrêtés de biotope, etc., mais que en soi, le parc naturel n'est pas un espace de protection. Mais Mm. effectivement, souvent, les parcs naturels émergent parce qu'il y a des enjeux de protection qui sont assez forts et qui sont identifiés et qui relèvent ensuite d'une volonté politique de protéger ces espaces. Donc, merci pour cette précision. Et Elodie, tu parlais tout à l'heure des atlas de la biodiversité, si je me trompe pas. Et il me semble que, comme exemple, il y a celui de Saint-Brieuc agglomération, qui est pas très loin en Ille-et-Vilaine et que moi j'avais noté qui était mis en valeur par l'Agence bretonne de la biodiversité avec un financement à 80%, il me semble. Et il me semble qu'il y a un acteur de Saint-Brieuc agglomération. Donc, si jamais il y a des compléments à apporter, ils sont bienvenus. Il y a également au niveau de la commune de Mordel qu'un atlas de biodiversité réalisé actuellement. Ok. Alors, je ne vois pas de questions sur cet état des lieux. J'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas à en poser si ça vous vient sur les actions à mener par les collectivités ou sur les chiffres qui ont également été mentionnés. En attendant, je vous propose de passer sur la partie témoignage de paysans de nature et de la communauté de communes Océan Marais de Mont, parce qu'on a également un timing assez serré. Donc, Élodie, Frédéric et euh, Jean-Guy, je vous laisse la parole. Merci Quentin. Si tu veux commencer, Jean-Guy. Alors, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Mm. Donc, Jean-Guy Robin de la communauté de communes Océan Marais Monde. Donc, je suis attaché de conservation du patrimoine, mais je suis aussi gestionnaire d'espaces naturels sensibles départementaux. C'est une particularité en Vendée, c'est que la gestion d'espaces naturels est souvent déléguée à des collectivités territoriales et n'est pas gérée directement par le département. Donc, dans le cas concret qu'on va vous présenter là, c'est celui d'un espace naturel sensible qui se situe à la barre de Mont Fromentine. Sur la carte, que vous voyez, c'est tout en haut à gauche, juste à côté du pont de l'île de Noirmoutier. Donc, c'est en Vendée, mais vraiment en limite nord-ouest. Sur cet espace, donc, il y a un espace naturel sensible départemental géré par la communauté de communes Océan Marais de Mont. Donc avec des objectifs assez classiques d'espace naturel, hein, c'est-à-dire comme cela vous a été expliqué juste avant, l'idée c'est au travers d'un plan de gestion de conserver le paysage, entre autres le paysage que vous voyez en dessous là avec les deux vaches maraîchines, un paysage assez plat de prairies naturelles. De préserver les habitats qu'il y a sur ces paysages-là. Donc, on voit la prairie humide dans le contrebas, là, qui sont souvent des anciens marais salants, mais on a aussi des lagunes salées et puis des zones de roselières. Et puis, comme le disait Elodie, aussi dans ces habitats et sur ce paysage, de conserver des espèces. Nous, par exemple, on a du triton crété, comme c'était évoqué tout à l'heure. On a du lest à grand stigma, qui est une anodonate. Et puis, on a aussi de belles populations d'anguilles d'Europe. Donc, des espèces en jeu qu'on retrouve au niveau européen. Quand on a eu fait ce constat des enjeux sur notre territoire, euh, dès 1998, la communauté de communes a décidé, donc, comme je le disais, de faire un plan de gestion. Et lors de ce plan de gestion, lorsqu'on a réuni les différents acteurs, très vite, on s'est dit que si on souhaitait à terme atteindre ces objectifs de conservation, on ne pouvait pas rester sur des pratiques entre guillemets classiques agricoles, mais il fallait aller un peu plus loin. Donc on s'est dit clairement qu'il ne fallait plus de pesticides, que vu qu'on travaillait sur un site patrimonial, parce qu'il y a aussi un écomusée à côté, on avait envie d'avoir des races domestiques à faible effectif et que c'était cohérent. Ah, Nous avons perdu Jean-Guy en cours de route.
C'est bon, je suis revenu, non? Ah, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, on voulait pas de pesticides, on voulait des races domestiques à faible effectif, et puis la collectivité s'était dit que tant qu'à faire ce travail-là, autant installer des jeunes agriculteurs. Donc, c'était une dynamique un peu particulière. En 98, c'était pas forcément quelque chose qui était classique sur les ENS départementaux de la Vendée, mais on est parti dans cette logique-là, c'est-à-dire que quand on avait des terrains disponibles, notre filtre de choix, c'était donc bien plutôt des gens en agriculture biologique ou cahier des charges similaires, plutôt des gens avec des races domestiques à faible effectif et plutôt des jeunes agriculteurs, jeunes ou personnes en cours d'installation. Et c'est comme cela qu'a commencé l'aventure et qu'on a commencé à devenir ce qu'on pourrait presque appeler une pépinière agricole. Donc ben là, vous avez un des cas concrets qui est devant vous en visio, qui est Frédéric, et je vais lui passer la parole pour expliquer comment il a pu s'intégrer dans cette dynamique-là. Eh bien, bonjour à tous. Merci, Jean-Guy. Du coup, je vais vous faire une petite présentation de mon parcours perso et de la ferme pour illustrer tout ça. Donc, moi, au départ, j'étais naturaliste, comme je sais marqué sur la diapo, et je bossais à la LPO sur notamment à la fin les mesures agro-environnementales et climatiques. Et voilà, une politique contractuelle parmi d'autres. Et j'ai illustré le fait que je trouvais que c'était pas assez rapide, qu'on ramait un peu. Et du coup, j'ai eu envie de m'installer comme agriculteur pour essayer d'être plus efficace. Donc, je décide de devenir agriculteur et là, bah, je rentre dans dans le vif du sujet avec de nouveaux défis, de nouveaux enjeux qui se font jour en plus de mes préoccupations naturalistes qui sont illustrées sur la diapo avec la connaissance de la viande, puisque vente directe, depuis on a constitué une filière avec 20 éleveurs. Et du coup, voilà, la photo du milieu, ça illustre notre présence lors d'une manifestation pour la fermeture de l'abattoir qui était racheté par Bigard à Chaland. On a emmené notre taureau, donc voilà, ça s'éloigne un peu des préoccupations naturalistes. Et en bas, c'est une réunion dans le cadre d'un GI2E pour créer un magasin de producteurs. Donc voilà, de nouveaux horizons en rentrant dans le métier. Vas-y, autour de l'alimentation. Voilà, ça a fait notamment l'objet de récompenses au Salon de l'agriculture. Je vous présente mon associé, c'est celle qui est au fond. Donc nous sommes en GAEC et nous avons 2 salariés, donc nous sommes 4. Vas-y, tu peux passer. Ça, c'est un voilà, petit panorama des enjeux de biodiversité. Vous retrouverez des espèces qui ont été citées tout à l'heure. Euh, le Marais breton, c'est un spot de biodiversité assez important et pour plusieurs des espèces qui sont là illustrées, on a la majorité des populations françaises qui sont présentes sur ce petit territoire de 25 000 hectares et à l'intérieur de celui-ci, un zoom encore plus fort autour des ONS du Davio et dans tout le périmètre plus littoral avec des influences d'eau salée. Donc voilà, donc plus de la moitié de la population de Barjac noir, deux chevaliers gambettes qui sont illustrés ici, le lest à grand stigma, dont Jean-Guy vous a parlé tout à l'heure, la petite libellule au milieu à droite, et puis on est sans doute la première population de hibou des marais. Bon, voilà, ça c'était pour placer un petit peu le contexte avec une photo de paysage un petit peu différente en haut à droite où vous avez là des zones d'inondation. Les particularités de gestion que nous mettons en œuvre sur la ferme pour défendre la biodiversité, puisque l'objectif de la ferme, les deux objectifs concomitants et prioritaires à la ferme, ça a été la préservation de biodiversité, puisque c'était mon métier, je voyais l'installation agricole comme une continuité de cet objectif-là, en faisant la démonstration de la rentabilité, puisque en fait, quand j'étais animateur MAE, eh bien, j'entendais souvent les arguments des agriculteurs qui me disaient oui, mais si on fait ça, c'est pas rentable. Et étant convaincu du contraire, j'ai voulu en faire la démonstration. Donc, les modalités singulières, c'est de condamner tous les drains de la ferme.
ce qui a pour conséquence d'avoir un taux d'inondation autour de 30% jusqu'en mai. Et parmi les leviers aussi pour favoriser la biodiversité qui n'ont pas été cités dans l'introduction, il y a la réduction de la mécanisation qui, pour moi, semble assez essentielle comme moteur de biodiversité. Vous voyez là, sur la photo de droite, un nid de vanneau qui a miraculeusement réchappé à la fauche, à l'ondénage, au pressage et au ramassage du foin, mais c'est plutôt rare. Vas-y. Donc, du coup, la conséquence de cette diminution, de cette volonté de diminuer la mécanisation, eh bien, en fait, elle se traduit par une augmentation du pâturage au détriment de la mécanisation. Et pour ça, du coup, une des complexités sur notre territoire, c'est que les étés sont très rudes, de plus en plus plutôt, avec des périodes donc de sécheresse intense. Et tenir l'été sans affouragement, ça peut être compliqué. En tout cas, c'est pas habituel. Et du coup, on essaye de développer tout un tas de pratiques pour que nos troupeaux passent cette saison difficile en gardant leur objectif de production, leur état, leur santé, etc. Donc là, vous voyez sur la photo en haut à gauche une vache qui mange des salicornes alors que tout est cramé derrière elle. Donc du coup, les salicornes sont la ressource d'azote et de sucre soluble pour aller digérer la cellulose de la prairie complètement desséchée derrière. Au milieu, vous voyez une vache maraîchine, puisque c'est cette race-là que nous élevons donc, dans le groupe de la biodiversité domestique menacée, qui mange des roseaux, donc du phragmite, qui a donc l'immense avantage de rester vert en grande quantité dans les périodes de sécheresse, et du coup qui contribue à la fois à la diversité biologique des habitats sur la ferme et aux ressources alimentaires. Et puis à droite, vous avez l'illustration d'un poussin de busard cendré, qui est aussi une espèce menacée, qui est menacée par la mécanisation. Et ces pratiques d'augmentation du pastoralisme, enfin du pâturage sur la fauche, est selon moi une piste d'exploration nouvelle et je dirais plus satisfaisante que celle qui consiste la plus généralement utilisée aujourd'hui à sauvegarder des nids dans des zones hyper mécanisées que sont soit les céréales, soit les surfaces de foin, alors que lorsqu'on préserve, ce qui est le cas sur la ferme, environ 30-40% des surfaces qui étaient préalablement fauchées à des stocks sur pied pour faire manger les vaches au mois de août, septembre, octobre, eh bien en fait, on a les zones refuge pour ces oiseaux-là euh, sans avoir besoin de faire de sauvetage en permanence. Vas-y, tu peux passer. Quelques éléments pour situer la ferme, donc 170 hectares, un chargement faible, par rapport aux moyennes de 0,43 juillet hectare. Et encore, là, c'est concernant uniquement la SAU, mais en fait, quand vous regardez la photo de gauche, vous voyez que les vaches sont en train de manger dans un fossé, dans des zones de culture. Et ça, c'est hors SAU. Ça veut dire que si on mesurait le chargement réel de la ferme, on serait sans doute encore en dessous, peut-être autour de 0,30. Moi, ces pratiques-là m'ont amené à réfléchir à un chargement théorique de l'agrosystème idéal pour la diversité du vivant que je situe autour de euh, la récolte d'une prairie naturelle par la fauche, voir ce qu'elle peut produire en quantité de matière sèche. On va dire, par exemple, chez nous, la moyenne se trouve autour de 3 tonnes de matière sèche hectare, ce qui est relativement faible. Et du coup, ne pas dépasser ce chargement, enfin, le chargement d'animaux en fonction de ce que les parcelles peuvent nourrir lorsqu'elles sont comme ça conduites en prairie naturelle de fauche, donne un repère pour les chargements à ne pas dépasser pour respecter les équilibres.
Et donc, on sait qu'une vache mange environ 5 tonnes de matière sèche hectare. Donc, lorsqu'on est à 0,3 tonnes, lorsqu'on a 3 tonnes de matière sèche par hectare, j'espère que je vous perds pas trop, eh bien, en fait, ça nous donne un chargement idéal autour de 0,6 à ne pas dépasser. Euh, voilà, sur la ferme, on allonge la durée de pâturage au maximum. Et puis, je parle du compromis Shetland dans le sens où sur la ferme et sur le territoire, l'animal herbivore qui, moi, me semble le mieux adapté par son adaptation à la zone humide, sa frugalité, c'est le poney Shetland. Parce que c'est des bestioles qui mangent facilement dans l'eau, qui valorisent très bien les zones humides. Ça pourrait être une autre race de petits chevaux, un peu importe. Mais en tout cas, les équidés, les chevaux en particulier, sont particulièrement adaptés au marais. Mais on a fait le compromis de faire des vaches parce que on pense que le défi de faire manger des poneys Shetland aux humains est trop compliqué. Et d'autre part, on tient à rester dans le monde de l'agriculture qui nourrit la population parce qu'on pense que c'est un levier important pour embarquer tout le monde dans la préservation de la biodiversité. Donc sur la ferme, on vend essentiellement des broutards. Vous en voyez là sur la photo de gauche. Donc ce sont des mâles de 6 à 8 mois. Et nous avons créé une filière, pas tant pour augmenter les revenus des agriculteurs que pour contribuer à la dynamique dont Jean-Guy vous a rapidement parlé tout à l'heure, qui consiste à donner des conditions d'accueil favorables à des porteurs de projets pour les rassurer, notamment parce que cette race maraîchine, si elle est menacée, c'est parce qu'elle n'est pas conforme aux attentes des filières industrielles de la viande, et du coup, elle est dévalorisée sur le marché, et donc du coup, il faut se débrouiller pour valoriser soi-même, et là, les collectivités ont un rôle à jouer. Donc on a créé cette filière avec le logo qui va bien. Ça, c'était une diapo pour Pascal Denis. Je sais pas, Jean-Guy, si tu veux euh, commenter, je te laisse. Donc, mon micro est coupé. Ouais. Voilà, donc je voulais rebondir là-dessus. Oui, c'est vrai que ça nous correspondait un peu. Donc, si on revient à cette installation qui est quand même maintenant un peu ancienne, Fred, 98, on va finir par avoir des cheveux blancs quand même. C'est vrai que le postulat d'origine de la collectivité a été un peu au-delà de nos espérances, c'est-à-dire en quelques années, on est passé d'un site plutôt en déprise à aujourd'hui 2 GAEC, donc avec 4 exploitants, sans compter les ouvriers, et puis un 5e exploitant qui s'est installé récemment. Donc, comme je vous disais, toujours plutôt dans des agricultures de type agriculture biologique, avec des races domestiques et plutôt des gens en installation. Ça a été une première étape et ça a permis d'aller au-delà de nos espérances parce que pour le territoire, forcément, ces gens qui se sont installés, enfin, qui ont pris une part d'installation sur notre site avec 30, 20, quelques dizaines d'hectares, ils ont eu, comme le disait Fred, l'objectif de s'installer aussi sur des surfaces plus intéressantes. Ils sont passés à quelques centaines d'hectares. Et donc, les pratiques qu'il y avait sur les ONS se sont diffusées sur l'ensemble du territoire. Donc, on a eu un impact sur une surface bien plus large que celle des espaces naturels sensibles qui font une centaine d'hectares. Et c'est aller au-delà de nos espérances pour le territoire parce que ça a donc multiplié notre capacité d'action sans avoir à investir en termes de collectivité, mais en créant de l'activité sur le territoire. Et progressivement, eh bien, on est passé à une seconde phase. C'est vrai que comme le site a un écomusée au milieu de ces espaces protégés, eh bien, on est passé à des éléments plus d'événements parce que comme ça créait une dynamique générale, eh bien, on a commencé à communiquer sur ce qu'on était en train de faire. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé dernièrement aux Journées du patrimoine avec le café de l'élevage au sein de l'écomusée. Ça s'est traduit par l'installation d'un point de restauration l'été sur le site de l'écomusée avec des produits qui viennent de ces exploitants principalement et avec quelqu'un qui a créé une offre dans ce sens-là. Donc les gens aujourd'hui qui viennent sur le site peuvent consommer l'été des produits qui sont issus du territoire pour grande partie. Et puis, ça a aussi conduit à mettre en place tout un ensemble de médiations au sein de l'écomusée autour de ce patrimoine vivant,
et sur le lien entre patrimoine agricole, agriculteur et biodiversité et agriculture biologique. Donc ça nous a aussi un peu fait évoluer. Et aujourd'hui, on en est rendu à ce niveau et le travail, il est vraiment aussi dans la main des paysans qui font vivre notre territoire. L'exemple qui est en bas à droite, au niveau de la cantine de la Barre de Mont, là, c'est pas du tout lié à la collectivité. Enfin, même si c'est la collectivité qui gère, mais c'est vraiment un travail qui a été mené par les exploitants pour faire entrer leurs produits au sein des groupes scolaires, ce qui n'est pas une mince affaire souvent. Merci, Jean-Guy. Frédéric, peut-être que tu voulais reprendre sur la vente directe. Oui, bon, des choses assez classiques, hein. Les ressorts de la vente directe, toute la ferme est en circuit court, donc soit par la filière, ça représente 20-30%, soit par de la vente en colis à la ferme pour le reste. Et donc, du coup, bah, c'est beaucoup de manifestations, de visites à la ferme, comme vous les voyez illustrées là sur les deux photos. Et puis là, c'était également à l'écomusée, il y a quelques années aussi, une discussion avec un formateur en restauration collective qui venait expliquer comment on peut remettre de la viande de qualité dans les menus tout en maîtrisant les budgets. Les résultats économiques, parce que ça c'est un sujet important. Donc vous avez le BE en rouge et puis le revenu en jaune. Pour les novices, la différence entre l'excédent brut d'exploitation et le revenu, c'est le remboursement des emprunts. Donc lorsque les deux lignes se rejoignent, c'est qu'il n'y a plus d'emprunt. Et puis vous avez sur les 2 années 2017-2018 illustré la part des aides MAEC. Donc elles existent toutes les autres années, sauf qu'elles ont été indiquées que là. Voilà, parce que souvent on nous dit oui, tout ça c'est possible parce que vous êtes Natura 2000, vous êtes à MAE, et donc voilà, on a voulu exprimer le fait que bah, s'il n'y avait pas ces deux barres bleues, on diminue effectivement de 40 ou 30 000, mais finalement on reste largement excédentaire avec des revenus positifs qui ressemblent à la moyenne des revenus des agriculteurs, enfin des éleveurs bovins allaitants. Du coup, j'ai envie de dire que le MAEC, c'est du bonus. Et puis là, bah, je vais repasser la parole à Jean-Guy pour illustrer l'impact biodiversité de ces dynamiques. Alors, c'est au travers d'une espèce qui est un peu mon oiseau fétiche, même s'il n'est pas très très joli, euh, qu'on trouve en marais breton. C'est vrai que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que cette dynamique qui est partie tout en haut à gauche d'un espace naturel sensible en jaune, progressivement, elle a conduit à une multiplication des installations et des maîtrises foncières sur un cas concret, par exemple, de la barge jacques noir, sur le secteur où niche cette espèce, voire on a tendance aujourd'hui à avoir un transfert des populations nicheuses de cette espèce vers les zones où on a des agriculteurs de ce réseau-là et qui ont des pratiques qui vont dans le sens de son installation et de sa reproduction et d'une meilleure qualité pour l'élevage de ces jeunes. Donc, on a aujourd'hui des résultats concrets. Bon, alors, il faut un peu de temps, hein, parce que 98, c'est pas aujourd'hui, mais en une vingtaine d'années, on a des résultats concrets sur les relations qu'on peut instituer entre modification des pratiques agricoles et puis recherche de la conservation d'une espèce qui est liée à ces pratiques-là. Frédéric, est-ce que tu pourrais nous présenter, je vois le temps qui passe, Paysans de nature et à quoi, en quoi ton expérience personnelle au niveau de ton territoire t'a permis d'essaimer plus largement sur agriculture et biodiversité? Oui. Euh, donc j'en termine avec les GAEC, le GAEC là, sur les deux points qui sont indiqués, qui finalement qui font à mon avis un peu la réussite et la singularité de notre projet, c'est le fait de ne pas être préoccupé par la productivité et en fait d'avoir des objectifs de revenus, de rentabilité avant celle de la productivité. Et du coup, c'est par cette décision que finalement on rend possible
la coexistence d'une grande diversité du vivant avec un bon revenu. Et je pense que c'est le frein majeur à l'évolution des agriculteurs qui confondent en grande majorité, enfin, pas les agriculteurs, mais le monde agricole dans son ensemble, les notions de productivité avec celles de revenus. Et j'ai envie de dire, pour provoquer un petit peu de discussion, particulièrement chez les bio, où on a un peu le complexe vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle de vouloir prouver qu'on est capable de produire autant. Et ça, de mon point de vue, c'est un vrai piège pour le bien-être des agriculteurs et aussi pour la biodiversité, parce que en augmentant la productivité, souvent ça passe par de l'intensification de pratiques au détriment des paysages et de la diversité du vivant. Et puis un autre, donc un constat plus général, me semble-t-il, par rapport à mon parcours de conseiller MAE, c'est que on parle beaucoup d'argent et qu'il me semble qu'on néglige un levier de transition majeur, celui de la reconnaissance sociale, et que ça fait donc moi depuis 30 ans que je suis dans le territoire à suivre les MAE qui donc je dirais sont essentiellement visent essentiellement de la compensation économique par rapport à des pratiques vertueuses. Et en fait, ça marche pas. Voilà, c'est ça mon constat. On limite un peu la casse, mais globalement, ça marche pas, surtout dans le sens où il me semble qu'en 30 ans, les agriculteurs se sont assez peu appropriés les questions de biodiversité, et que si on avait pris les choses autrement en leur disant soyons fiers d'avoir beaucoup de vanneaux, beaucoup de barges à queue noire et beaucoup de tritons marbrés dans nos mares, et faisons-en une fierté commune avec les élus, la population locale, sans doute les agriculteurs, je pense, se seraient mieux appropriés les enjeux. Donc paysans de nature, c'est ça. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup expliqué, mais que je vais faire très très rapidement. C'est en fait autour de l'alimentation. C'est pour ça que j'ai choisi les vaches plutôt que les Shetland pour répondre à la question que j'ai vu passer rapidement tout à l'heure. Nous, on fait alliance avec une AMAP, une grosse AMAP, qui a beaucoup de liens dans les conseils municipaux, par exemple, dans la population en général. Et du coup, on parle beaucoup de biodiversité au sein de cette AMAP. Et en fait, c'est l'alliance entre des paysans engagés pour la biodiversité, des gestionnaires d'espaces naturels comme Jean-Guy, la LPO, le Conservatoire d'espaces naturels, etc., la Fédération des chasseurs, toutes sortes de gestionnaires d'espaces naturels. Eh bien, en fait, on a un outil qu'on appelle le dialogue permanent pour la biodiversité, qui consiste en des visites de ferme, des réunions collectives de restitution. Et du coup, tout ça nous permet d'entretenir des relations affectives autour du vivant, régulières, pour essayer de promouvoir ça à l'échelle de nos territoires. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé à porter, accompagner l'installation d'une quinzaine d'agriculteurs aujourd'hui qui partagent ces valeurs à l'échelle de ce territoire. Et on voit en fait que ça a un effet très fort sur la biodiversité, je dirais au-delà, en complément des politiques publiques et des espaces naturels réglementairement protégés, quoi. Donc en gros, le résumé, c'est chers gestionnaires d'espaces naturels, de collectivités, si vous voulez protéger la biodiversité, faites des pépinières de paysans qui sont motivés. Souvent, ce que je constate dans les ENS, les propriétés communales, les réserves naturelles, etc., on fait avec le voisin. On fait avec le voisin parce que c'est pratique, ça permet d'entretenir de bonnes relations, etc. Et ce que je constate, c'est que quand ces voisins sont pas motivés par l'objet de la réserve naturelle, c'est très compliqué, c'est des négociations sans fin. Et globalement, on finit toujours par être plus ou moins en désaccord et en conflit. Et au bout de plusieurs dizaines d'années, on en est toujours au même stade. Et je dirais qu'on est quasiment en train d'entretenir une situation de blocage qui n'avance pas. Alors que si on prend le temps de choisir des agriculteurs, quitte à laisser les terrains sans exploitation, c'est pas un drame pour la biodiversité pendant quelques années, mais qu'on choisit des gens motivés par la biodiversité, enfin, par l'agriculture bio et la biodiversité, on aura beaucoup plus de résultats.
Merci Frédéric. Juste pour finir sur Paysans de Nature, donc à l'échelle de la Bretagne, on s'est associé avec 7 structures paysannes et 5 structures naturalistes, donc avec notamment le réseau bio, le CEDAPA, l'agriculture paysanne, et puis Bretagne Vivante, LPO, le GMB, Vivermort et CPIE, pour promouvoir et développer, animer et mettre en valeur des fermes paysannes de nature donc en Bretagne, avec l'objectif d'avoir une animation à l'échelle régionale entre ces structures-là pour mutualiser et apprendre ensemble, et des organisations de groupes locaux co-animés par des structures paysannes et naturalistes, donc à l'échelle des EPCI et des territoires. Et donc, ça commence à se développer et on a de nombreuses demandes de la part de nos adhérents et des agriculteurs du 35, notamment avec des groupes qui commencent à se développer sur le Val de Vigné, vers Dol de Bretagne, vers Redon, et donc de beaux projets en perspective. Voilà. Euh, Si vous voulez, je vois que le temps est précieux, il est déjà 15h08, donc je propose qu'on euh, passe la main à Jérôme Caillot et puis on fera un temps d'échange à la fin s'il y a des questions pour vous répondre dans le chat. Euh, Jérôme est éleveur laitier à Servan-sur-Vilaine, et puis il a mis en place il y a quelque temps déjà une parcelle en agroforesterie qu'il a réalisée avec des scolaires. Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter un peu mieux ta ferme et ton projet? Oui, alors d'abord, pour commencer, la ferme, pour la situer, Servan-sur-Vilaine, c'est entre Rennes et Vitré. Globalement, la ferme, elle est même située exactement entre l'axe Rennes-Paris et la Vilaine, avec la voie ferrée qui traverse un peu tout ça. Donc, c'est pas spécialement dans ce que la présentation que faisait Elodie en tout début de webinaire, c'est pas un espace qui est très ouvert et il est découpé de partout. En termes de biodiversité, il y a pas, enfin, la connexion elle existe, mais elle est parfois difficile avec les espaces alentours. Et donc là-dedans, moi j'essaye de faire du lait en agriculture biologique sur 49 hectares, un peu plus de 49 hectares. Tout ça tout en prairie. Donc les vaches que vous pouvez voir, c'est des vaches de la ferme. Euh, tout en prairie, pâturage maximisé. Les vaches, j'arrive à les faire sortir toute l'année et puis compléter en hiver ou en été quand c'est très sec par ce que j'ai pu stocker à d'autres périodes. Donc les prairies sont soit uniquement fauchées, soit fauchées et pâturées selon les périodes de l'année. Une quarantaine de vaches avec des vélages groupés sur le printemps, c'est-à-dire que là en ce moment je fais encore un peu la traite, mais d'ici un mois la salle de traite sera fermée, il y a une variation de la production au cours de l'année qui suit à peu près la variation de la pousse d'herbe, du volume de pousse d'herbe. Euh, voilà. Euh, pour parler de la biodiversité plus précisément, à la base, moi, c'est pas spécialement un objectif qui était visé. J'ai un intérêt sur la question, mais moi, je reste surtout sur un- une volonté de travailler avec les animaux, avec ce qui m'entoure, et de là avoir un système productif sans chercher spécialement à intensifier quoi que ce soit. Mais du coup, la biodiversité, elle s'intègre dans la fonction globale. Moi, j'estime que ma place, que ma fonction, c'est de faire fonctionner un agro-écosystème et d'en tirer ce que je peux en tirer, sans spécialement aller chercher beaucoup plus loin, et de limiter mon impact aussi sur les espaces naturels pour pouvoir plutôt en tirer des bénéfices plutôt que d'aller d'aller les abîmer et d'en tirer des bénéfices qu'une seule fois, mais plutôt avoir une vision sur le long terme. Euh, Euh, et donc, du coup, moi, j'ai été là-dessus j'ai réintégré l'agroforesterie dans la réflexion, dans le système, c'est-à-dire à la fois la,
la plantation d'arbres et la gestion d'arbres par des haies en bordure de prairies, en bordure de parcelles, mais aussi dernièrement, là, sur les 2 dernières années, à l'intérieur des parcelles, c'est-à-dire vraiment planter des arbres en plein milieu des champs. Euh, alors pourquoi ça? Euh, pour moi, c'est avant tout pour des questions de système racinaire, pour pouvoir mieux gérer les sols face aux périodes où il y a trop d'eau, des périodes où il n'y en a pas assez d'eau, des périodes de décompaction. Moi, mon intérêt, mon enjeu, c'était de chercher à décompacter un peu le sous-sol en profondeur, à plus de 50 centimètres de profondeur, mais sans avoir à passer un tracteur. Parce que j'avais pas envie, je suis pas spécialement passionné de mécanique et moi j'avais envie de passer du temps avec mes animaux. Euh, et, euh, et voilà, donc du coup, les arbres pouvaient me permettre ça. Et en plus, ils ont d'autres apports parce qu'ils vont apporter de l'ombre, ils vont apporter de la fraîcheur pour les animaux, pour les prairies. Quand il fait trop chaud, les prairies souffrent aussi. Ils vont me permettre d'avoir potentiellement des sources de nourriture supplémentaires à des périodes où les prairies poussent moins, parce que les vaches sont capables de manger des feuilles d'arbres. Et puis, ça va être aussi potentiellement du bois d'œuvre, du bois de chauffage ou des fruits en fonction de ce qui va, de ce qui est implanté, de ce qui peut pousser. Et puis, bah, tout ça, dans tout ça, finalement, la biodiversité, elle en profite. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, c'était pas spécialement mon intérêt, mon moteur initial, mais bah, c'est toujours très intéressant. Et donc, sur le plan là, on voit les deux parcelles où j'ai pu implanter de l'agroforesterie en intraparcellaire. Dans les deux cas, on est plutôt sur des zones en bordure de rivière. Dans la parcelle 1, il y a un ruisseau qui passe vraiment à l'ouest de la parcelle. La parcelle 2, elle longe la Vilaine. Avec un peu plus bas une plaine d'inondation de la Vilaine. On est sur du coteau. Et donc, l'intérêt aussi, c'est de tout ça, c'est en multipliant les systèmes racinaires, c'est d'aller développer, limiter l'érosion de la parcelle, du sol, et donc bah, pouvoir profiter du sol qui est là. Donc là-dessus, moi, j'ai planté 180 arbres, un peu moins de 180 arbres, ce qui fait qu'on est entre 35 et 40 arbres par hectare. C'est le minimum finalement pour pouvoir commencer à parler d'agroforesterie et d'avoir quelque chose qui corresponde à ça. L'intérêt pour moi, c'était de garder quand même des milieux assez ouverts parce que je reste sur des milieux prairiaux pour pouvoir alimenter les vaches, pour pouvoir sécher du foin. Mais sur des systèmes comme cela, on peut monter à une centaine d'arbres tout en restant sur des milieux qui restent de la prairie. Au-delà, après, on va s'approcher un peu plus des milieux boisés, mais sur des forêts bien denses, on peut aller à plus de 1000 arbres par hectare, pour donner un peu l'ordre d'idée. Euh, Moi, j'ai bénéficié pour tout ça d'un financement de l'État en 2021, après le Covid, quand il y a eu une vague de financement dans le cadre du plan de relance. Il y avait un volet agroforesterie dans lequel j'ai réussi à me glisser rapidement, un peu in extremis. Ça s'est joué en très très peu de temps, mais finalement la volonté était là, il y avait le financement, donc je me suis lancé. Et sur les 2 derniers hivers, eh ben, j'ai fait deux chantiers, deux gros chantiers de plantation, dont un avec des scolaires. Donc c'est de celui-là dont on parle, c'est ce qui correspond à la parcelle 1 du plan précédent. Donc, ce qu'on peut voir sur la photo à gauche, c'est l'alignement, le plan sur lequel je me suis basé pour implanter les arbres. Je vous parlais d'érosion, je vous parlais de gestion de l'eau. En fait, les arbres, les lignes qu'on peut voir correspondent aux lignes de courbe de niveau à peu près. Pour justement aller chercher au mieux, travailler au mieux cette gestion de l'eau, de l'écoulement de l'eau, et plutôt que d'avoir un écoulement horizontal, chercher un écoulement vertical de l'eau, donc aller en profondeur pour améliorer le stockage de l'eau dans le sol et donc la vie du sol. Et à partir de là, bah, finalement, générer de la biodiversité au sol, mais aussi de la productivité derrière pour la prairie et pour les animaux. Euh, donc, on est sur des écarts qui peuvent être un peu variables entre les lignes. Ça va globalement, on est entre 15 et 20 mètres, parfois un peu plus. Euh,
et il y a une dizaine de mètres d'écart entre chaque arbre. Donc, c'est pas forcément un écart enfin, très restreint. Donc, les animaux peuvent circuler. Quand les animaux vont pâturer dans ces champs-là, ils circulent entre les arbres. Mais vous pouvez voir sur la photo de droite, c'était un peu après la fauche. Ça avait été fauché. Et donc, on voit des bandes. Et ce qui fait qu'en fait, on a un axe de travail qui va suivre ces lignes-là. Et si je caricature la destinée de ce travail-là à plusieurs dizaines d'années, c'est quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ce qu'on peut voir sur du travail en terrasse dans les zones extrêmement pentues, extrêmement montagneuses. On n'en est pas du tout à ces niveaux de pente-là, mais le même état d'esprit, la même philosophie si on se projette à très long terme. En termes d'essences implantées, on est sur des essences locales, principalement, avec des enjeux de travail, donc travail du sol, être capable de survivre ou de vivre dans les conditions de la parcelle, à savoir il y a une partie en bas qui est une partie de fond qui peut être très facilement humide, une partie haute parce qu'il y a quand même un peu de pente, une partie haute qui peut s'assécher, se drainer très rapidement. Euh, et puis avoir, voilà, être en cohérence avec les espèces, les essences locales qui sont autour, donc du chêne, du tilleul, du cormier, du sorbier, du frêne, même si c'était un peu déconseillé pour des questions de maladie, j'avais moi-même un intérêt, on va dire affectif pour cette essence-là, et enfin du poirier. Alors on est sur du poirier sauvage. L'idée c'est d'en faire à moyen, long terme des porte-greffes pour en développer une production fruitière potentiellement. Euh, donc, l'intervention avec les scolaires, c'était deux classes, pardon, de CP, CE1, donc une cinquantaine d'élèves, qui s'est faite en février de cette année, avec l'école de Servon-sur-Vilaine. Euh, En fait, l'idée, elle s'est faite, elle est venue en début d'année scolaire, en septembre-octobre. J'avais un de mes enfants qui était scolarisé dans cette école-là, dans la classe de la directrice, et puis en réunion de début d'année de parents profs, parents enseignants, je me suis dit, mais moi, j'ai le projet qui est en cours, qui est là, je vais le faire moi-même, j'ai le financement. Ça pourrait être intéressant d'y impliquer les enfants pour les embarquer, les sélectionner, enfin les sensibiliser sur les questions environnementales, sur les questions agricoles, sur les questions de l'agroforesterie. Et puis, je me dis, bah, il n'y a pas mieux quelque part que des enfants pour les envoyer comme euh, pour pouvoir diffuser le message auprès des parents, parce que les parents vont forcément s'intéresser si les enfants s'intéressent. Donc, moi, j'avais lancé un peu la balle à l'école. C'est les enseignantes de CP, CE1 qui l'ont saisi. Je m'attendais à des élèves un peu plus âgés au départ. Et puis, finalement, ça s'est très, très bien passé avec ces classes-là. Euh, voilà. Après, là, on arrive plutôt à des témoignages de l'enseignante qui a participé. C'est toi, Elodie, qui les a. Je te... Ouais, merci Jérôme. Effectivement, j'ai pu recevoir le témoignage de Karine Ménil, Karine Ménil, qui était une des enseignantes motrices dans le projet. Elle, sa volonté de départ, c'était effectivement de mettre les élèves en position d'acteurs de leur territoire. Donc, elle sent bien que c'est des générations d'élèves qui sont très sensibles au changement actuel, à la fois climatique et social. Et le fait de pouvoir planter, ça leur a fourni des ressources pour demain et notamment un sentiment de se sentir capable d'agir également sur nos territoires, même à leur âge. Donc ce programme-là et ce projet, elle l'a intégré à un programme plus large au niveau de l'éducation avec des apprentissages en amont et après la plantation. Notamment, elle a développé tout un travail autour de l'apprentissage technique du développement et des besoins des végétaux liés à un apprentissage en amont plutôt orienté autour du sol et donc qui se succédait bien. Elle a intégré ça également au niveau de la sensibilisation à la citoyenneté et dans un programme sportif parce qu'en effet, ils ont poussé la démarche jusqu'au bout en allant à pied sur les parcelles de Jérôme pour pouvoir planter. Et donc, ils ont travaillé autour d'un cycle sur comment gagner du temps, comment gagner en endurance,
appliquer les normes de sécurité, etc. Et un travail également au niveau de la communication sur le après et pouvoir transmettre les retours des élèves et leurs témoignages sur leur vécu au niveau de la journée de plantation. Jérôme, tu peux nous présenter l'organisation du projet, comment ça s'est passé sur Ouais. place? Donc, alors du coup, ce que je disais sur comment ça s'est lancé, moi j'ai lancé ça, donc j'ai envoyé la balle à la directrice de l'école euh, qui l'a transmise après à ses collègues instit de l'école. Ce sont les enseignants de CP-CE1 les enseignantes, il y en avait 3 au départ qui étaient concernés, euh, qui se sont saisis de l'opportunité et qui m'ont recontacté, qui m'ont dit, bah, nous, on est intéressés, nous, on veut bien. Et donc, on s'est rencontrés donc en novembre 2022 pour parler un peu d'une part agroforesterie et voir si c'était possible de travailler ensemble. Très rapidement, on est tombé d'accord sur une date et sur un peu une répartition des tâches, à savoir que moi, j'aurais un rôle très très technique sur la question et que toute la partie pédagogique et réglementaire des voyages scolaires serait pris en charge par les institutrices. Au final, au cours de l'année, il y a une classe qui s'est retirée du projet pour des questions de temps et d'organisation de différents projets qui pouvaient pas être partout. Et donc moi, une quinzaine de jours en janvier, je suis allé dans les classes concernées, passer 30 minutes avec les enfants pour présenter la ferme, me présenter ce qu'on allait faire et l'intérêt pour les vaches, et l'intérêt des arbres. Et puis, donc, le 6 février, les enfants sont venus accompagnés d'adultes, de parents. Donc, il y a, pour tous les niveaux d'encadrement, etc., c'était vraiment c'est l'école qui a pris ça en charge. Moi, je les ai juste accueillis sur la ferme, accueillis dans la cour de la ferme, dans une salle pour pouvoir manger le midi. Et puis après, de là, on s'est répartis en 2 groupes. Moi, je suis allé planter des arbres dans un espace qui était préparé, c'est-à-dire que tous les pré-trous, tous les avant-trous avaient été déjà faits, les arbres étaient déjà dans le champ, mais par contre, ils étaient à un point central autour du tracteur. Donc, à chaque fois que les enfants avaient fini leur petite action de plantation, de première protection contre le petit gibier, eh ben, ils revenaient au niveau du tracteur, ils revenaient à moi pour reprendre un nouveau plan, du nouveau matériel et puis retourner replanter un arbre. Donc il y a eu une cinquantaine d'arbres de plantés par les enfants. On a fini avec Cléo, mon apprenti qui était là à ce moment-là sur la ferme, l'après-midi de planter les 30 autres arbres qui étaient pas plantés. Et puis après, pour toute la protection contre le bétail, protection contre le gros gibier, le paillage, on a fait tout ça dans la semaine qui a suivi à 2. Donc les enfants, ils sont vraiment arrivés, ils ont mis les arbres dans la terre, mais ça leur a suffi pour se rendre compte de ce que c'est. Et puis, l'avantage, en plus de ça, ils ont pu visiter la ferme, puisque du coup, il y avait 2 groupes. Cléo a pris en charge un autre groupe, et ils ont visité la ferme, ils ont vu les vaches, ils ont vu des arbres qui étaient déjà plantés, qui étaient plus hauts, donc dans les haies notamment. Ils ont pu voir finalement la vie du sol, le fonctionnement du sol aussi en situation réelle. Et puis avec un repas, un pique-nique le midi sur la ferme. Voilà à peu près comment s'est passée la journée. Euh, Donc, les élèves, globalement, ouais. vas-y. Du retour que Karine m'a fait, elle a senti qu'il y avait une grande motivation dès le départ que Jérôme est venu dans la classe pour présenter le projet. Et puis sur les retours pour la suite, elle a senti que ça leur apportait vraiment une grande richesse au niveau de ce projet-là. Elle sent que ça a été quelque chose de porteur et de fédérateur aussi au niveau social, au niveau du groupe et des interactions qui a pu se faire et des amitiés qui ont pu naître aussi. Et puis une excitation, comme elle a pu dire, et un attachement aussi aux arbres qui ont été plantés. Donc, ils savent exactement lesquels est-ce qu'ils ont planté. Bon, peut-être qu'ils ne se rappellent plus exactement, mais en tout cas, c'est leur arbre. Et c'est ça qui est important. Ils s'approprient aussi la nature. Et
et elle sent que ça a développé aussi des citoyens pour une génération qui est plus sensible à l'environnement, plus à l'écoute. Voilà, en termes de ressenti qu'elle peut transmettre. Je ne sais pas si tu veux conclure un petit peu, Jérôme, ta présentation. En fait, juste pour finir en fait par rapport à la question de l'attachement, l'avantage en plus de ça, c'est que la parcelle elle est visible depuis une route très passante. C'est-à-dire que du bourg de Cervon-sur-Vilaine pour aller rejoindre la Quatre-Voies, pour aller rejoindre Rennes par exemple, qui est un axe qui est pris souvent, les enfants, enfin les parents et les enfants donc dans les voitures avec les parents passent vraiment le long de la parcelle. Donc ils peuvent la voir, ils peuvent voir moi, Karine m'avait dit rapidement, quand les enfants vont à la piscine avec la classe, le bus prend cette route-là aussi. Et il y a une excitation, il y a eu une excitation avant la plantation, après la plantation, parce qu'ils ont pu la repérer. Et ouais, les jeudis matins, quand les enfants allaient à la piscine, ils restaient très mobilisés autour de cette parcelle-là, où c'est devant la ferme. Voilà. Donc, pour conclure, euh, la, la biodiversité dans les fermes, elle existe, elle se fait. Ce que je disais au début, moi, c'est pas spécialement mon enjeu principal. Pour autant, là où la ferme est placée, c'est-à-dire vraiment le long d'une route à très très grand passage, longée elle-même par une très grosse zone d'activité, une voie ferrée, beaucoup d'axes de circulation très coupés. Finalement, je vois, moi, d'année en année, depuis 8 ans que je suis installé, que la biodiversité se développe sur la ferme. Je suis pas capable de mesurer plus que ça parce que j'ai jamais fait de comptage, mais je vois encore d'année en année, même cette année encore, des nouvelles espèces animales, des nouvelles espèces végétales qui sont là. Donc, ça veut dire que les choses sont possibles. Les choses sont possibles. Et puis, à la fois, nous, agriculteurs, on peut faire des choses, mais on peut impliquer du monde, on peut impliquer, là, en l'occurrence, c'était une école, mais ça aurait pu être avec n'importe quel autre groupe, finalement. Euh, les collectivités peuvent être porteuses, alors, au moins accueillir les opportunités et saisir les opportunités quand elles se présentent, mais peuvent aussi être moteurs et proposer, parce que des chantiers comme celui-là, sur les fermes, on en a souvent, on en a plein, et c'est dans le maintien du dialogue qu'on va réussir à faire sortir, faire émerger des projets, faire sortir des choses, et il y a toujours des acteurs qui sont prêts à s'en saisir et qui vont être intéressés par ça. Merci Jérôme pour cette présentation. On arrive sur 15h30 rapidement. Donc, Elodie vous montre là la présentation des actions que l'on porte sur la biodiversité et l'arbre. J'ai vu une question, enfin plutôt une précision de Jean-Paul Vichard, qui est adjoint au maire à Laillé en charge du développement durable, qui précisait qu'un ABC a également est également lancé à Chavagne-le-Reux et Mordel en commun, et que Laillé, lui, eux viennent de finir le leur. Et par rapport à la présentation de Frédéric Signoret, nous avions quelques questions de précision. Je ne sais pas si Frédéric, tu les as vues, mais c'était plusieurs questions techniques sur la façon de gérer ton activité. Si tu peux rapidement y répondre en 2 minutes. En attendant, moi, je mets rapidement également les sites de l'Agence bretonne de la biodiversité et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui présentent différentes pistes de financement d'actions en lien avec la biodiversité. Elles sont sur le fil de discussion. Alors, Frédéric, je ne t'entends pas. Je sais. Enfin, Ouais, je vois que tu es là. c'est Ouais, bon là? ouais. Du coup, je recherche les questions. J'en vois Les... une sur quelle Ouais, comparaison c'est ça. poche tardive pâture. Alors, c'est une expérimentation qu'on a commencée il y a 2 ou 3 ans. On se fait accompagner par le réseau Pâturage Juste, qui est animé par une SCOP qui s'appelle Scopella et qui cherche à rendre autonomes les agriculteurs pâturants
notamment dans les espaces naturels et les végétations spontanées. Alors justement, pour gérer les problèmes de tri des animaux, de refus, etc. Donc il y a des techniques avec des chargements instantanés très forts, des périodes à privilégier sur certaines végétations, etc. Par exemple, on apprend à faire manger des ronces aux vaches, qui ont d'ailleurs une très bonne valeur fourragère, en les chargeant très fort et en leur mettant à disposition les ronces lorsque tout est sec autour. Du coup, ça nécessite pas de mécanisation après le pâturage. On arrive à faire nettoyer les parcelles. Cette année, on est dans une expérimentation, enfin une situation un peu nouvelle où finalement il y avait eu beaucoup de production fourragère, 2 fois plus au moins qu'en 2022. Et du coup, on s'est retrouvé avec des végétations qu'on n'avait pas encore touchées. Là encore, aujourd'hui, on amène nos troupeaux sur des végétations qui n'ont pas été touchées depuis le début de l'année civile. Et ben, on s'aperçoit que les vaches arrivent à tout manger. Mais voilà, donc il y a des techniques, des apprentissages à la fois du troupeau et des éleveuses qui vont avec. Filière maraîchine a investi dans l'infrastructure, ateliers de découpe. Non, on a des partenaires avec des ateliers de découpe, les Biocoop, et puis des cantines et restaurants. Pourquoi ne pas faire l'élevage de Shetland? Alors ça, je crois que j'y ai déjà un peu Oui. répondu. Non, mais c'était des demandes de précision. Il y avait plusieurs petites questions. Euh, mais le temps nous presse. Euh, on essaiera de reposer les questions directement à Frédéric et de vous faire un retour sur toutes ces précisions parce que je sens que ça peut être important. Elodie, si tu peux très rapidement présenter les actions et ce sera la conclusion de ce webinaire. Merci Quentin. Donc effectivement, à AgroBio, le pôle environnement propose de nombreuses actions en lien avec la biodiversité et l'arbre. Donc on accompagne des groupes de développement sur la biodiversité, donc sur la biodiversité en général, mais également en lien avec les filières, donc sur la biodiversité fonctionnelle en arboriculture, en maraîchage et sur les variétés paysannes. Donc avec des agriculteurs qui sont porteurs et très intéressés pour s'investir et qui se déploient aussi plus largement maintenant avec le déploiement de paysans de nature en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine où il y a de plus en plus de fermes qui s'y intéressent et où de nouvelles actions vont être portées pour l'année à venir. On propose également des diagnostics biodiversité à la fois sur une ferme ou sur un territoire et des diagnostics de mise en place de parcelles agroforesterie. Donc actuellement, Jérôme a présenté l'appel à projet qui était porté par la DRAF. Actuellement, il y a le conseil départemental du 35 qui propose des aides aux investissements pour les agriculteurs sur la biodiversité et également sur l'agroforesterie, donc qui sont des appuis considérables pour nos territoires. On propose également des chantiers participatifs sur ces thématiques-là, à la fois pour des scolaires, mais également pour d'autres publics et pour des agriculteurs, pour faire ensemble et participer ensemble à une amélioration de la biodiversité sur nos territoires. On propose des formations, des rendez-vous techniques, des plateformes de démonstration, notamment sur l'entretien durable des haies, des actions de recherche et d'expérimentation en lien avec nos agriculteurs, des fermes ouvertes, l'accompagnement des collectivités sur différents sujets et questionnements qu'ils peuvent avoir en lien avec ces sujets-là. Et puis, on a une commission porteuse à la fois sur la biodiversité et sur le climat qui est composée de spécialistes et d'agriculteurs qui veulent porter plus largement ces thématiques-là au niveau d'AgroBio. Et puis tout ça, on ne le ferait pas seul avec nos agriculteurs. On est aussi accompagné avec de nombreux partenaires qui nous accompagnent dans nos actions et qui fait aussi la force de ce réseau et de toutes les actions que l'on peut proposer sur nos fermes et nos territoires. Voilà, donc je mentionnerai bien évidemment tous nos naturalistes, donc la LPO Bretagne Vivante, Grécia, la Fédération départementale des chasseurs avec David Roland, le groupe Mammalogique Breton, Jean-Luc Tulec du Ruisseau Coopératif, et puis tous les acteurs aussi de l'arbre avec un groupe Quadner-Braise, le collectif Bois Bocage, Yves Rocher, elle, des enfants et des arbres qui accompagnent sur des chantiers pour les enfants.
nos partenaires scientifiques, donc Rennes 1, INRAE, les scolaires avec notre association avec le lycée des Vergers et bien évidemment nos associations avec le réseau GAFRAB, sans oublier Paysans de Nature qui s'intègre dans tous ces maillages-là, et sans oublier aussi tous nos principaux financeurs, ainsi que Eaux-et-Vilaine et tous nos techniciens bocage et milieux aquatiques qui accompagnent les territoires et avec qui on est en lien pour développer et les aider également sur leurs actions pour la qualité de l'eau, notamment. Voilà. Merci. Nos contacts, vous les avez sur la dernière slide. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de précisions, pour favoriser la biodiversité en lien avec l'agriculture. Vous avez également donc dans le chat des liens pour les financements de tels projets. Et je vous remercie grandement pour votre attention et d'être resté pour les quelques minutes supplémentaires que nous avons dépassées. Et nous vous renverrons très bientôt un nouveau programme 2024 pour de nouveaux sujets à suivre donc sur les thématiques de l'agriculture biologique. Merci et bonne fin de journée à toutes et tous. Merci Jérôme, merci Frédéric et Jean-Guy aussi pour votre intervention. Et merci pour votre écoute.